Alors von Neumann ne le formule pas ainsi, mais cette répulsion pour l'imprévisible inventivité propre à l'âme humaine suinte de chaque fragment de sa rhétorique polytechnicienne. Par exemple, en économie, sa théorie des jeux, à partir du moment où on élabore une théorie des jeux, vous coupez avec la pure joie du jeu, c'est-à-dire l'incertitude de savoir qui gagnera et qui perdra. Ce qui est important dans un jeu, c'est la joie du jeu. Ça ne s'appellerait pas un jeu sinon, ça s'appellerait un travail, ou une occupation, ou une tâche, un labeur. Si c'est un jeu, c'est parce qu'il y a de la joie dans le jeu. Et elle tient à quoi la joie du jeu? À l'imprédictibilité du jeu. On ne saura pas qui gagne ou qui perd, sinon il n'y a plus de jeu. C'est plus du jeu si on sait d'avance qui va gagner et qui va perdre. À partir du moment où on peut en élaborer une théorie. Ou encore la théorie de l'équilibre général. Toujours les mêmes marottes, si vous voulez. En finir avec l'imprévisibilité, avec l'imprédictibilité. Mais c'est dans le domaine militaire qu'éclate cet agacement du facteur humain pour le logicien soucieux d'axiomatique, qu'est von Neumann. En effet, à la différence de Wiener, je vous l'ai dit, von Neumann va collaborer activement au génocidaire programme Manhattan, mettant au point ce qu'on appelle des lentilles explosives. C'est très intéressant parce que c'est un nom qui est tiré de l'optique, de la science optique. Les lentilles explosives de la première bombe A, c'est quoi une lentille explosive? C'est une charge creuse composée de plusieurs charges explosives aux vitesses de détonation diverses, qui ne vont pas exploser en même temps. Elles ne vont pas détonner en même temps. Elles sont réunies dans une seule et même lentille explosive, de façon à modifier la forme de l'onde de détonation qui traverse, je cite l'article de Wikipédia qui explique ce que c'est qu'une lentille explosive, l'onde de détonation qui la traverse d'une manière similaire à l'effet d'une lentille optique sur la lumière, disent-ils. Donc exactement comme une lentille optique va déformer l'onde lumineuse qui la traverse, cette lentille explosive va déformer, en utilisant des charges à vitesse de détonation différentes, l'onde explosive qui la traverse, l'onde de détonation qui la traverse. Et, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le précise, c'est aussi von Neumann, donc c'est von Neumann qui va élaborer ces lentilles explosives, et c'est von Neumann, donc, de manière à donner à l'explosion atomique, n'oubliez pas, encore une plus grande ampleur, une plus grande déflagration, et c'est lui aussi qui va procéder au calcul très minutieux et très précis, déterminant l'altitude d'explosion optimale des deux bombes qui seront lancées sur Hiroshima et Nagasaki pour, disent-ils, ça c'est tiré toujours de l'article Wikipédia, sur la fiche qui est consacrée à John von Neumann, pour maximiser l'étendue des dégâts causés. Et, j'imagine, vous comprenez en quoi le facteur humain lui est complètement étranger à ce type-là. Un type qui fait des calculs extrêmement ardus de pure mathématiques pour déterminer à quelle altitude faire exploser une bombe atomique pour qu'elle fasse le maximum de dégâts, qu'elle tue le maximum de gens, c'est un type étrange quand même. C'est pas anodin. Et il fait aussi partie, rappelez-vous que c'est le type qui a été qui parlait en grec ancien avec son père à 6 ans et qui s'est coltiné toute l'encyclopédie de la maison familiale des 40 volumes de l'histoire universelle ou de la culture universelle. Eh bien, c'est très intéressant parce qu'il va faire partie du comité chargé de sélectionner les cibles de la bombe atomique, et dont aucune des villes n'est véritablement un enjeu militaire, on le sait, et lui il va préconiser le centre de Kyoto. Pas Hiroshima ou Nagasaki, lui il va dire qu'il vote pour le centre, enfin parmi la liste des villes qui seraient des objectifs idéaux de la bombe atomique, la première bombe atomique avant qu'on la lance, lui il préconise le centre de Kyoto, c'est-à-dire l'ancienne capitale impériale, cultuelle et culturelle du Japon. C'est un choix qui n'est pas plus objectif que toutes les autres décisions axiomatiques de von Neumann. Il n'a pas de raison de choisir cette ville-là plutôt qu'une autre. En tout cas, a priori, il n'a pas de raison. Il s'agit, selon moi, d'une furie revancharde de la part du triste gamin prodige à qui on a fait ingurgiter toute l'encyclopédie du savoir universel. Et, en réalité, Kyoto ne sera pas choisi, mais pour des raisons tout aussi subjectives. Il n'y a aucune neutralité, si vous voulez, dans la décision, dans la désignation de Kyoto comme cible de la bombe atomique par von Neumann, qu'il y aura de neutralité dans la décision américaine d'épargner Kyoto, à quoi va être substitué Nagasaki, du coup, qui est due, cette décision d'épargner Kyoto, au secrétaire à la guerre Henry Stimson,
qui affectionnait tout particulièrement Kyoto, où il avait passé sa lune de miel 30 ans auparavant, nous explique la fiche Wikipédia de sur la bombe atomique, sur le projet Manhattan. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas oublier que dans tout cet univers de calcul et de statistiques et de rectitude théorique et rationnelle, il y a de l'irrationnel en permanence. Il y a de l'irrationnel en permanence qui se faufile et qui d'une certaine manière, empêche le gouvernail de s'autogouverner mécaniquement. Il y a de l'imprédictibilité humaine en fonction de la vie et des expériences purement subjectives des uns et des autres. Pourquoi c'est pas Kyoto qui a été rasé? Parce que le ministre de la Guerre avait adoré Kyoto 30 ans auparavant qu'il était allé en lune de miel. Et pourquoi von Neumann voulait raser Kyoto? Parce que c'est la capitale culturelle du Japon. Chasser l'imprédictible facteur humain par la porte de la black box cybernétique, la black box c'est un concept cybernétique aussi, il revient par la fenêtre. La science, donc entre guillemets, n'avait rien à voir dans des décisions aussi cruciales que celle d'annihiler en quelques microsecondes des milliers d'êtres humains. Parce que c'est ça quand même le résultat de la bombe atomique, il ne faut pas l'oublier. C'est une opération purement génocidaire, comme tel que j'ai défini le génocide dans mes premières séances. Or, il se trouve que l'un des arguments, pour vous montrer à quel point ça va loin dans la subjectivité des décisions apparemment scientifiques, l'un des arguments de l'équipe du projet Manhattan, en faveur, pas nécessairement von Neumann lui-même, enfin il y participait, en faveur du bombardement de Kyoto, était précisément qu'il s'agissait d'une ville universitaire et qu'il pensait que les habitants, je vous cite la fiche Wikipédia, c'est plus moi qui parle, ces gens-là pensaient que les habitants de Kyoto, donc, seraient plus à même, parce que c'est une ville universitaire, donc d'intellectuels, seraient plus à même de comprendre que la bombe atomique n'était pas juste une arme de plus, qu'elle constituait quasiment un tournant dans l'histoire de l'humanité. Fin de la citation. Et c'est pour ça que ces gens-là voulaient leur envoyer la bombe atomique sur la gueule, pour que ces universitaires japonais comprennent bien qu'on était à un tournant de l'histoire de l'humanité. Il y a un côté délirant. À côté d'une barbarie, d'une sauvagerie délirante dans la caboche de ces scientifiques. Enfin, bien sûr, l'éclectique von Neumann, je vous dis, le mec, il incarne vraiment le côté possédé de la cybernétique. Il est à l'origine de la cybernétique, c'est un des plus grands scientifiques, promoteurs et concepteurs de la science même qu'est la cybernétique, à sa source. Le type, c'est un grand malade, quand même, il faut le dire. Et bien évidemment, il va contribuer aussi au domaine informatique, qui n'est pas dissociable du domaine de la bombe atomique et des armes de gros calibre, puisque la vitesse de calcul des ordinateurs va jouer un rôle majeur dans le développement de l'arme atomique. Donc il va aussi élaborer des théories pour accélérer le calcul des ordinateurs. Tout cela le mènera à envisager dans les années 50 l'hypothèse de ce qu'on appelle la singularité technologique, qui couronne en quelque sorte la carrière mentale de von Neumann, et qui est l'hypothèse selon laquelle l'invention de l'intelligence artificielle déclencherait un emballement de la croissance technologique qui induirait des changements imprévisibles dans la société humaine. Au-delà de ce point, le progrès ne serait plus l'œuvre que d'intelligence artificielle ou supra-intelligence. Je vous cite toujours l'article Wikipédia sur ce que c'est que la singularité technologique. Ça, c'est une conception de von Neumann. Des supra-intelligences qui s'auto-amélioreraient. Vous voyez, on retrouve tous les fantasmes du départ, de l'autorégulation, de la rétroaction, de l'autorégulation et de la dissipation du coup du facteur humain. Voilà, ils l'ont dit noir sur blanc. De nouvelles générations de plus en plus intelligentes d'ordinateurs, donc, apparaissant de plus en plus rapidement, créant une explosion d'intelligence, c'est un terme de ces gens-là, créant finalement une puissante super-intelligence qui dépasserait qualitativement de loin l'intelligence humaine. C'est comme ça que décrivent la singularité technologique les théoriciens de cette notion.
en partie fantasmatique. Pourquoi c'est en partie fantasmatique? Parce que le point aveugle de ces maniaques, les cybernéticiens, c'est leur concept de base, qui ne remettent jamais en question ce qu'ils appellent, eux, l'intelligence. Leur conception de l'intelligence n'est jamais remise en question par les promoteurs de l'IA, de l'intelligence artificielle, ou AI en anglais, qui proviennent tous, toujours, comme par hasard, du même sérail mathématico-scientifique, principalement le MIT d'ailleurs, aux États-Unis, qui est capable de bien des choses. Ils sont capables d'envoyer des hommes sur la Lune, aujourd'hui d'envoyer un rover sur Mars, et de voir les photos en direct. Mais de penser créativement, jamais. Aucun d'entre eux, jamais, n'a émis la moindre pensée créative, au sens où Shakespeare émet bourgeonne de pensée créative à chaque vers. Ça se palpe dans la manière dont ces gens-là parlent de leur théorie, dans la manière dont il suffit de décortiquer, d'ouvrir un petit peu la boîte noire et de voir ce qu'il y a dans leur caboche, on voit immédiatement. Le mec, il ne s'est pas posé une demi-seconde, qui est censé être le super intelligent de tous les super intelligents, réfléchissant sur la super intelligence des ordinateurs super intelligents qui, par une explosion d'intelligence, vont dépasser toutes les intelligences humaines. L'idée qui se fait de l'intelligence, le mec, il n'a pas réfléchi 2 secondes qu'avec ses petits calculs d'altitude d'explosion de la bombe, il va massacrer 10 000 ou 100 000 personnes de plus ou de moins. Ça ne lui vient pas l'idée. Monsieur super intelligent. Ils n'ont rien fait, ces gens-là. C'est pas ses ennemis personnels. Oui, à la rigueur, le mec, il sortait des camps de concentration, et puis il calcule qu'on va envoyer une bombe atomique sur l'Allemagne encore nazifiée, et il se dit, je vais en tuer le maximum parce que c'est des nazis et ils ont massacré toute ma famille. À la rigueur, subjectivement, il y aurait une justification, plus ou moins intelligible, hein. Il n'y a aucune justification intelligible. Ce sont des grands malades, des grands délirants.